Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux adhérents du réseau Synertiel à ce webinaire consacré aux conditions générales de vente. Je suis Petrana Mintseva, je suis chargée des affaires juridiques au sein de Synertiel et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir et d'animer ce webinaire. Je vais donc vous accompagner pendant environ 1 heure sur le vaste sujet des conditions générales de vente. Nous pourrions en discuter pendant des heures sur ce sujet, mais ce soir, nous avons décidé de nous focaliser sur quelques points essentiels qui vous intéresseront particulièrement en tant que dirigeant d'entreprise. Nous savons que ce qui compte pour vous, les chefs d'entreprise, c'est d'avoir des conseils concrets et des astuces pour faire de vos CGV une opportunité pour vos relations d'affaires. Comme vous le savez, les conditions générales de vente sont une arme pour sécuriser vos relations contractuelles, à condition, bien évidemment, d'être bien rédigées. En tant que chef d'entreprise, vous avez tout intérêt à mettre en place un contrat et à soigner sa rédaction. Il est aussi important pour vous de connaître les clauses qui vous sont avantageuses. Nous allons aussi aborder la question importante de savoir en quoi les CGV pourront vous être utiles pour le recouvrement de vos créances. Pour entrer dans le vif du sujet sur ces 3 axes, nous avons ce soir avec nous 2 experts, 2 intervenants du groupe Cogedis, Philippe Cadeau, qui est responsable de services juridiques au sein du groupe, et Laurent Séché, manager développement Bretagne. Tous les 2 accompagnent quotidiennement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, comme vous, chacun dans son domaine d'expertise respectif. Merci à vous 2 d'être avec nous ce soir. Avant de laisser la parole à Laurent, qui va d'abord vous présenter le groupe Cogedis, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions par message et nous essaierons d'y répondre à la fin de cette présentation. Bonsoir Laurent, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonsoir Petrana, je vous rejoins tout de suite, voilà. Voilà, tout à fait. Un petit souci technique d'écran. Merci pour votre présentation et pour cette introduction. Je vous propose de retrouver le support au travers du support qu'on a préparé pour notre intervention et heureux de vous retrouver suite à la précédente intervention que nous avions réalisée avec Philippe sur la thématique des l'évolution des prix et la disponibilité des produits, et qui est vraiment un thème d'actualité, et d'introduire cette nouvelle thématique sur les conditions générales de vente. Alors, pour présenter très rapidement le groupe Cogedis, vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous sommes une société d'expertise comptable composée de 900 collaborateurs. Nous intervenons auprès d'un peu plus de 19 000 clients sur 85 bureaux de proximité. Notre cœur de métier, bien entendu, c'est la compta, mais nous avons développé d'autres expertises, qui font de nous des multispécialistes du conseil aux entreprises, et toujours avec un souci d'innovation, d'optimisation au bénéfice de nos clients, de la rentabilité et de la pérennité de leurs entreprises. Vos préoccupations en tant que chef d'entreprise sont nos orientations. Et c'est vrai que notre souci, c'est d'être, notre objectif, c'est d'être au plus près de nos clients. Nos domaines d'intervention nous amènent à intervenir auprès de TPE, de PME, PMI. Et comme je vous le disais, notre offre de service a pour objectif d'apporter un conseil à 360 degrés auprès de nos clients, soit directement par le biais de compétences développées en interne, soit via des partenariats que nous avons développés dans l'intérêt de nos clients avec des entreprises dont c'est l'expertise. Je citerai par exemple le recouvrement de créances ou le géomarketing, sur lequel nous avons développé des partenariats. L'objectif en fait de Cogedis, très simple, c'est d'être le partenaire de la réussite, et tel est notre engagement auprès de nos clients. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, ce qui nous regroupe ce soir, c'est la thématique des conditions générales de vente et comment faire d'une obligation une opportunité. Donc, c'est un sujet qu'on va traiter avec Philippe. Philippe Cadeau étant, comme vous l'avez évoqué, le responsable du service juridique qui intervient auprès de nos clients avec son équipe. Et c'est vrai que le contexte actuel fait que la relation client peut devenir complexe aujourd'hui, du fait de la variation des prix. C'est
sujet qu'on évoquait la dernière fois, des délais de réalisation des travaux et ou d'intervention du fait de la disponibilité des matières premières ou des retards qui peuvent y être inhérents. Et c'est une question, la question des conditions générales de vente, justement, et des relations commerciales, devient dans ce cadre-là un enjeu important au sein de vos structures en tant que chef d'entreprise. Donc, globalement, c'est vous accompagner là-dessus et de répondre ce soir à comment, au travers des conditions générales de vente, sécuriser vos relations commerciales, savoir profiter de clauses avantageuses qui pourraient être mises en place et, en objectif final, minorer vos soucis d'impayés. Vous l'avez évoqué, très justement, Petrana, le sujet des conditions générales de vente est un sujet très large, puisque on va évoquer ce soir les différents documents obligatoires, ou presque, et le formalisme qui est associé, comment profiter des conditions générales de vente, d'aborder également les clauses de réserve de propriété, et puis on abordera également l'intérêt de mettre en place un contrat, d'aborder les relations en matière de sous-traitance, le tout étant bien évidemment d'éviter, au travers de ces démarches, de gérer de recouvrement de créances et de travailler en amont à ce niveau-là. Alors, dans les documents obligatoires, vous l'avez évoqué, et c'est le thème principal de notre intervention, ce sont les conditions générales de vente. Le principe, elles doivent être transmises dans le cadre d'une relation entre professionnels, que l'on soit vendeur ou prestataire de services. Le contenu obligatoire, on va retrouver les conditions de vente, le barème des prix et des réductions, et les conditions de règlement et les pénalités de retard. Et dans celui qui est conseillé, on intégrera également tout ce qui est lié aux responsabilités, à l'assurance, et différents autres points sur lesquels on reviendra un petit peu de façon un peu plus détaillée tout à l'heure. L'autre document, c'est bien entendu la facture. Je vous rappelle qu'elle est obligatoire pour tout achat de produits et ou de prestations de services réalisés pour une activité professionnelle. Fiscalement, tout est assujetti et tenu de s'assurer qu'une facture est émise. Et cette facture, elle doit être établie soit à la livraison de la marchandise, soit le jour où la prestation est rendue ou en fin d'exécution de la prestation. Dans tous les cas, l'acheteur professionnel, bien entendu, est tenu de la réclamer. Alors, au niveau des factures, les mentions obligatoires, la facture, elle doit contenir certaines mentions obligatoires, comme on l'indiquait, sous peine d'amende, à savoir la numérotation, qui est basée sur une série, la date d'émission de la facture, les coordonnées du vendeur, donc on va retrouver l'adresse, le RCS, la TVA, la date d'adhésion CGA, éventuellement, si tel est le cas. C'est une mention qui apparaîtra. Les coordonnées du client, dont le nom, prénom, adresse, le lieu de la réalisation de la prestation et ou de la livraison. Point important, la dénomination précise et les quantités des marchandises et ou prestations qui sont facturées. Le prix hors taxe, la TVA et les réductions pratiquées. On fera un petit focus là-dessus tout à l'heure. Et puis, date de règlement, les conditions d'escompte résultant des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles en cas de non-paiement à la date de règlement inscrite sur la facture, et le montant de l'indemnité forfaitaire due pour des frais de recouvrement en cas de retard de paiement. On se situe aux alentours de 45 € à ce niveau-là, au niveau de l'indemnité forfaitaire. Pour rappel, le défaut de facture, on peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende, voire plus si cela concerne une personne morale en face. Comment profiter, bien entendu, de ces conditions générales de vente? En s'assurant déjà qu'elles soient bien prises en compte. Pour rappel, afin de vous assurer de cela, vous devez pouvoir prouver toute demande ou tout accord sur vos missions. Donc, un des leviers, c'est la signature obligatoire des devis et des bons de commande. Devis et signature pour toutes les demandes, de réaliser des devis et signatures pour toutes les demandes complémentaires à la mission initiale. Et puis, l'exigence d'art ou d'acompte
Et on reviendra tout à l'heure, au travers d'un focus, sur les différences entre ces deux indications. Je pense que le focus est pour maintenant. Tout à fait, Philippe, je te remercie. Donc, l'acompte, il traduit un engagement ferme à la fois du vendeur et de l'acheteur. Il implique l'obligation d'acheter pour l'un et l'obligation de fournir le bien ou la prestation pour l'autre. Et l'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat. Il n'existe, dans le cas de l'acompte, aucune possibilité de renonciation. Pour mémoire, en l'absence de précision sur la nature de la somme versée par anticipation, celle-ci est assimilée à des arts. Transition toute naturelle de vous expliquer en quoi consistent les arts. Donc le consommateur, il perd l'intégralité de ses arts s'il annule sa commande ou se rétracte. En contrepartie, il ne peut pas être contraint légalement d'exécuter les termes du contrat, dès lors qu'il vous a indiqué l'annulation ou la rétractation. Il peut donc renoncer à l'achat dès lors qu'il perd la somme versée par anticipation. De son côté, vous, en tant que vendeur ou prestataire, si vous ne livrez pas le bien ou vous n'exécutez pas la prestation prévue, vous pouvez être condamné à rembourser au consommateur le double des arts versés. Donc ça, on trouve ça en fait au niveau de l'article 1590 du Code civil, pour info. C'est ce qui est souvent oublié, hein, juste pour préciser, quand on fait référence aux arts, souvent les gens, les prestataires se disent « bon, bah, c'est pas grave, la personne ne vient pas, je garde les arts ». On n'oublie pas qu'à défaut, hein, si c'est le prestataire qui ne peut assumer la prestation ou qui ne souhaiterait plus l'exécuter, le principe vaut qu'il rembourse les arts qui ont été versés et qu'il reverse l'équivalent, la même somme, à son client. Merci pour cette précision, Philippe. L'autre point sur comment profiter pleinement des conditions générales de vente, on l'évoquait tout à l'heure en s'assurant de leur bonne prise en compte, il n'est pas possible d'invoquer ces conditions générales d'invoquer ces conditions générales de vente qu'à l'encontre des acheteurs qui en ont pris connaissance et les ont donc acceptées. C'est pour ça que l'écriture ou la signature n'est pas en soi obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Donc, notre conseil, par ce biais, c'est de faire signer les conditions générales de vente ou une mention qui renvoie vers les conditions générales de vente et qui serait mentionnée sur le devis. Alors, en quoi des conditions générales bien rédigées sont une arme ? Elles sont une arme parce qu'elles permettent d'abord d'intégrer des clauses très avantageuses, comme la clause résolutoire, la clause de réserve de propriété, sur laquelle on fera un focus, la limitation de responsabilité, des clauses attributives de compétences, sans toujours être connues des contractants. Je peux peut-être te laisser la main, Philippe, sur cette partie de clause de réserve de propriété. Bonjour à tous. On en a parlé un petit peu, alors je ne sais pas si on retrouve un petit peu des personnes qui étaient présentes il y a 3 semaines. Je sais qu'on avait évoqué en toute fin d'intervention ce principe des clauses de réserve de propriété, en lien un petit peu avec le sujet de la dernière fois qui concernait les délais d'intervention, les pénuries de matériaux, etc. Et on avait vu assez rapidement que c'est un sujet qui intéressait du monde et sur lequel on a vu une ou deux questions assez rapidement. Dans le domaine assez vaste des conditions générales de vente, comme Laurent a pu le préciser jusque-là, on a notamment ces fameuses clauses de réserve de propriété. Il y a une petite présentation ici qui est faite en focus parce que on a souhaité les présenter sous l'angle vraiment non pas de la contrainte, non pas de l'obligation, non pas du réglementaire, mais vraiment, mais faites-le, parce qu'en le faisant, vous allez trouver des éléments qui vont vous avantager, vous allez trouver des éléments qui vous seront favorables pour pouvoir aller revendiquer auprès de vos clients un tribunal qui vous sera favorable plutôt qu'à votre client, potentiellement, une condition de responsabilité qui vous sera favorable. Et parmi toutes ces choses favorables, je crois qu'on en reparlera un petit peu après, il y a celle qui vous permet d'aller revendiquer la propriété d'un bien que vous avez pu vendre, fournir, etc., tant que vous n'avez pas été payé de votre facture. C'est l'objet même de la définition de la clause de réserve de propriété.
Ça concerne donc deux types. Il y a deux petites limites à cette application assez générale qu'on vient d'évoquer. Lorsque la marchandise a été transformée par l'acheteur ou lorsqu'elle a été incorporée dans un autre bien. Concrètement, la marchandise transformée, c'est l'exemple de la farine. Vous avez vendu de la farine à un boulanger, le boulanger l'a transformée. Vous ne pouvez pas aller demander le pain. Le deuxième point, pour faire un peu de droit, c'est lorsque le bien meuble que vous avez livré a été incorporé à un immeuble. On va considérer que le bien est devenu immeuble par destination parce qu'il a été incorporé. Et finalement, le fait de le récupérer entraînerait des dégâts, parce que juste après, la revendication ne sera pas possible, car la séparation ne pourrait se faire sans que cela génère un dommage. À partir de là, l'application de la clause de réserve de propriété ne sera pas possible. Quand est-ce que ça s'applique? À partir du moment où vous avez une clause écrite, à partir du moment où vous avez un document qui prouve que votre client en a pris connaissance, donc ça peut être dans le cadre d'un devis. Si c'est juste dans le cadre d'une facture, c'est toujours délicat, parce que la facture par nature intervient a posteriori, et il est important de pouvoir justifier que votre client a pris connaissance de cet élément en amont de votre prestation. Ça peut aussi apparaître dans le cadre d'un contrat cadre que vous pourriez avoir avec votre client, en indiquant que dans le cadre de nos relations, tant que les prestations n'auront pas été réglées, j'aurai la possibilité d'aller revendiquer du bien, du matériel auprès de mes clients. Il y a des petites précisions qui peuvent être apportées en matière de transfert de responsabilité, parce que c'est parfois un des oublis qui est fait. En fait, on a bien la clause de réserve de propriété, mais on oublie d'aller indiquer derrière que le transfert de responsabilité en cas de perte ou de vol se fait, lui, par contre, immédiatement. À défaut d'avoir cette précision-là, vous pourriez avoir un client qui dit « mais moi, la clause s'applique, moi, j'ai eu un vol chez moi, je n'étais pas assuré, mais de toute façon, comme je ne t'avais pas payé, c'était toujours ton matériel. À partir de ce moment-là, c'est ton problème, le vol qui a été subi sur l'opération. » Donc, il faut bien penser aux deux, en fait. La clause de réserve de propriété s'applique, toutefois, il y a un transfert immédiat de la responsabilité en cas de perte ou de vol de la marchandise. Une clause de réserve de propriété s'appliquera même en cas d'ouverture d'une procédure collective si vous n'avez pas été entièrement payé. Clairement, vous devenez un créancier privilégié dans le cadre de la procédure. Dans le cadre c'est des exemples assez récents, hein, un client qui a fourni il n'y a pas très longtemps du matériel dans un restaurant, il est intervenu, on est sur du matériel de climatisation, donc je ne sais pas si certains sont concernés par ce type d'intervention, matériel de climatisation, et finalement il a été considéré il y a un avocat qui s'est retrouvé sur le dossier, que la climatisation pouvait être retirée sans générer de dégâts particuliers, donc c'était des blocs clim, je crois, et on est au stade là où un huissier de justice va se présenter avec les documents qui prouvent que l'application de la clause est tout à fait valable et qui va venir récupérer tout le matériel. Alors pour info, il y a ça, il y a de la clim, on a tout ce qui est mobilier qui avait été livré en même temps, et on a 3-4 choses, et clairement, on est dans une situation où le client, il est obligé de payer. Il a voulu faire jouer un petit, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement dans le dossier, mais il va se retrouver dans une situation où, à défaut de règlement, il ne va plus pouvoir exploiter son restaurant du jour au lendemain. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, qui est impératif sur toutes vos activités où ça peut s'appliquer. Vous devez y penser et le mettre en place. Merci Philippe pour cette précision. Tout à fait. Peut-être. Ouais. Petite ouverture en plus des éléments qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur les conditions générales de vente. Au-delà même des conditions générales de vente qui sont déjà un premier moyen de sécuriser ces relations commerciales, j'incite assez facilement, moi, quand vous êtes engagé sur des relations plutôt à long terme avec certains de vos clients, pourquoi pas contractualiser une petite relation, contrat de partenariat, d'affaires, on a l'habitude de travailler ensemble, tiens, ça serait bien qu'on se dise, allez, sur une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, la manière dont on travaille, qu'on se mette d'accord sur les délais de règlement, etc. Ça a pas mal d'intérêt, ces contrats. Alors, je sais que ça peut faire peur, je sais que certains me disent, mais moi, j'ai déjà du mal à répondre aux demandes de devis et autres. Si on commence à me demander de contractualiser, c'est pas simple. Ouais, mais ça peut vous permettre de partir sur un engagement longue durée avec vos clients. Donc, clairement, de se dire, écoute, on contractualise quelque chose, t'aimerais bien, parce qu'on bosse souvent ensemble, que je t'accorde une petite remise. La contrepartie de ça, c'est qu'on se met d'accord sur 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, tu me fais bosser pour tel type de chantier. Moi, j'essaierai de te mettre en prioritaire. J'essaierai de faire... De répondre à ta demande de manière prioritaire, peut-être sur d'autres demandeurs. Et voilà,
engagement longue durée. Ça peut permettre de prévoir des clauses de reconduction tacite, voire des préavis de rupture assez longs. On ne va pas se cacher, on est dans un métier d'expertise comptable. Nos clients aujourd'hui, et c'est sans doute le cas avec la plupart de vos experts, on a une reconduction qui se fait tacitement d'année en année avec un délai de préavis qui est d'une durée de 3 mois. Ce qui vaut pour nous, vaut pour les autres, hein, par nature. Si vous n'avez pas mis fin à votre engagement avant ce délai de 3 mois en fin de prestation, vous êtes de nouveau engagé pour une année de prestation. Un contrat, ça peut permettre d'exiger de ses clients un minimum d'activité. C'est tout à fait des choses qui se font. Moi, pour avoir fait un peu plus de droit des contrats il y a quelques années, c'est des choses qu'on retrouvait. Vous faites un investissement particulier pour un de vos clients. Alors, je ne sais pas si ça peut vous concerner au titre de vos activités, mais on a certains clients qui se retrouvent à faire un investissement particulier, un équipement, une machine, un local parfois, pour une activité qui sera quasi exclusive pour un seul et même gros client. Rien ne vous empêche de dire bah, OK, moi, écoute, j'investis pour toi, je veux assurer un petit peu la rentabilité de mon investissement. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on formalise la chose. J'investis 100, tu me garantis, toi, que sur les 3 prochaines années, tu vas me générer pour cette activité 50 de chiffre d'affaires, puis 100, puis 150. On met les chiffres qu'on veut, encore une fois. Et on peut même aller jusqu'à un petit peu l'équivalent des clauses de délit en disant à défaut de m'avoir fourni telle activité, tu devras me rembourser une partie de mon investissement. C'est tout à fait des choses qui peuvent se faire. On peut aussi, à travers un contrat, intégrer des clauses d'indexation. Donc, clauses d'indexation, ça faisait partie des éléments qui ont pu être évoqués la dernière fois. On était sur des clauses qui pouvaient plutôt se retrouver dans des devis. On était vraiment sur l'idée des devis, des difficultés pour intervenir dans le mois et avec des tarifs d'intervention qui pouvaient avoir évolué de manière ultra rapide à travers le prix de la matière qui allait évoluer de manière aussi rapide. Dans un contrat, là, on va être sur des choses plutôt à long terme, mais clause d'indexation, vous avez une intervention assez récurrente sur une année, 2 années. À l'issue de 2 années, au lieu de se mettre autour d'une table parfois pour renégocier les prix, on peut avoir un contrat qui a prévu par avance la manière dont le prix allait évoluer. Limiter sa responsabilité dans son étendue dans le temps, ça, au-delà même du contractuel, on va le retrouver dans les conditions générales de vente. Ça, c'est ce que je vais conseiller. Quand je dis conditions générales de vente, là, on parle vraiment de toutes les petites lignes, entre guillemets, pour simplifier, qu'on peut retrouver au dos de vos devis, notamment. Même si on a dit au départ que les conditions générales de vente, c'est un socle qui est un peu plus large. C'est à la fois ces conditions de vente, c'est toutes vos barèmes de prix. On n'oublie pas que voilà, dès que vous êtes sur une relation pro à pro et que quelqu'un vous en fait la demande, vous devez être en mesure de fournir un barème de prix pour justifier que vous avez un prix normalement identique qui est fait à tout le monde. Alors, on sait très bien que dans la pratique, dans la réalité, les choses sont sensiblement différentes, mais vous devez à la base pouvoir fournir un barème de prix dès qu'il est demandé. Donc, limiter sa responsabilité, je le disais, on peut le retrouver partout. Ça, c'est ultra important. Et il y a des métiers qui l'ont fait de manière… ça s'applique depuis toujours, sans qu'on le sache toujours. Dans le métier du transport, là aussi, pour avoir fait quelques années de droit du transport, dans le métier du transport, vous donnez une marchandise à transporter, cette marchandise est cassée, détériorée et autre. Le transporteur ne vous doit pas le prix de la marchandise. Le transporteur, à défaut de précision particulière et d'assurance particulière, ne vous devra… ça peut paraître surprenant, mais dans certaines conditions, qu'un maximum de 750 € par palette transportée. Alors, on a toujours pris les exemples, on se disait, mais donc tu transportes des bouteilles de champagne qui valent je ne sais pas combien, du matériel high-tech et autres. Si tu ne fais pas attention à ce que tu as signé avec ton transporteur, la seule chose auquel tu auras le droit, ce sont ces 750 €, sauf à aller prouver, et je passe les détails, qu'il est en faute dans la détérioration, le vol et autres. Dans l'absolu, ça restera très, très compliqué. Donc, mais ça, rien ne vous empêche de le faire. En transport également, tout ce qui est retard et autres. Un retard en transport peut avoir des conséquences importantes. Vous pensez vendre quelque chose avant Noël, vous êtes livré après Noël, pour vous, ça change tout. C'est compliqué de le vendre derrière. Le transporteur, il ne vous devra que le prix du transport. Ça, c'est le principe aussi de base des contrats type transport. Sa responsabilité, de toute façon, se limite en matière de retard au prix de la prestation du contrat. Enfin, dernière chose, dans un contrat, vous pourrez venir préciser exactement la portée de vos obligations et de vos missions. Et encore une fois, un peu dans la même manière que la responsabilité, on vient préciser ici ce qu'on attend de vous, ce que vous êtes prêt à faire, et puis on vient aussi
préciser ce que vous ne ferez pas, ce qui est parfois un peu oublié. Ça fait parfois quand même, c'est assez facilement les sources de contentieux, peut-être plus dans les relations pro et particuliers, mais où le particulier s'attendait un peu plus, s'attendait à ce que certaines choses soient incluses dans la prestation. Si vous avez un écrit qui précisait bien les choses, ça sera plus facile. Voilà pour cette partie contrat. Toujours sous forme de focus qu'on avait souhaité rajouter, parce que là, il vous concerne aussi, alors des deux côtés, peut-être lorsque vous agissez en matière de sous-traitance au profit de donneur d'ordre, ou quand vous-même vous êtes amené, je sais que dans tout ce qui est lié au BTP, au bâtiment, fréquemment, quand on est un peu chargé, on peut avoir l'habitude d'avoir quelques sous-traitants qui interviennent pour vous. Donc, sous forme de rappel ou pas, toute entreprise qui agit en qualité de donneur d'ordre et qui sollicite un sous-traitant doit effectuer des vérifications lorsque le contrat de sous-traitance porte sur un montant minimum de 5 000 euros. Il me semble que ça n'a pas évolué. Ces 5 000 euros, en fait, quand il y avait plusieurs petits contrats sur une année, ils s'additionnaient. Dès qu'on arrivait à atteindre ce seuil de 5 000 euros, on était dans le respect de cette obligation plus ou moins de surveillance et de vérification qui existe. Cette surveillance, ça consiste à demander un extrait CABIS ou un extrait d'inscription au répertoire des métiers. Ça consiste à demander une attestation sur l'honneur. En soi, ces deux documents-là sont les plus simples. Ça consiste surtout à récupérer un document de l'URSSAF qu'on peut générer de manière un peu automatique, daté de moins de 6 mois, sur lequel il apparaît que votre sous-traitant est à jour de l'ensemble du paiement de ses cotisations sociales. Le seul fait d'avoir demandé ces documents, ça ne suffit pas. Hein. Il faut le demander et le vérifier. On a eu des cas de contentieux où il y avait eu des faux qui avaient été édités. Le donneur d'ordre n'avait pas été vérifié. Je crois qu'on peut le vérifier à travers un petit numéro qui prouve qu'on a un document qui n'est pas falsifié. Donc, à défaut d'avoir été vérifié, le donneur d'ordre avait été condamné solidairement avec le sous-traitant à des paiements de cotisation. Car ce sont les risques que vous avez. En cas de manquement, le donneur d'ordre pourra être condamné solidairement avec son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès verbal pour travail dissimulé à régler ses impôts, ses taxes, ses cotisations, etc. Alors, il y a aussi le remboursement des aides publiques. Je pense que là, on est plus dans les choses assez accessoires. Je mettais sur cette formation qu'on a animée en présentiel auprès d'adhérents Synertiel, je mettais 2 ou 3 extraits de journaux qu'on retrouve assez facilement. Vous tapez donneur d'ordre, condamnation, sous-traitance. Et vous trouvez, il y en a tous les mois, hein, quasiment, je pense qu'ils sortent dans la presse, où vous trouvez des gros donneurs d'ordre qui ont pu se retrouver parfois à payer quelques dizaines de milliers d'euros parce qu'ils n'ont pas pris le temps, ou parfois parce qu'ils ont volontairement fermé les yeux, hein, mais d'aller vérifier que leur sous-traitant était nickel en règle et qu'ils se sont trouvés à payer alors, surtout quand derrière, chez ce sous-traitant, on a eu un peu de travail dissimulé avec des appels de cotisation forfaitaire. Clairement, là, les gens de l'URSSAF et de l'inspection du travail ne sont pas pris. Hein. Ils savent que derrière, ils pourront aller taper directement chez les gros donneurs d'ordre et qu'ils pourront récupérer des sommes assez conséquentes. Donc, on n'oublie pas tout ça. Merci Philippe. Quelques chiffres quand même importants par rapport au recouvrement. Pas oublier par exemple que pour 1 000 euros d'impayés, c'est 20 000 euros de chiffre d'affaires à réaliser en plus pour compenser la perte quand on est pour une entreprise dont la rentabilité nette est à un taux d'environ 5%. Hein. Donc c'est vrai que a priori, les 1 000 euros d'impayés peuvent paraître en soi une somme maudite. Quand on ramène ça à la rentabilité nette à 5%, il faut 20 000 euros de chiffre d'affaires à compenser pour le compenser. Donc, c'est un facteur à prendre en compte par rapport à votre politique de recouvrement. Et puis, plus le temps passe, dites-vous que plus le temps passe, plus l'encaissement sera faible et plus il sera difficile de récupérer votre argent. Donc, pour ça, il est nécessaire d'agir vite et d'agir vite et bien. Donc, pour ça, il y a différents éléments qui peuvent être mis en place au niveau de votre politique de recouvrement. Vous pouvez être appuyé dans ce cadre-là. Ça pourra faire l'objet d'un prochain sujet. Hein. On fait vraiment le lien par rapport à ce qui a été vu il y a quelques semaines là, sur toutes les problématiques des devis, de l'approvisionnement et autres, avec la manière de sécuriser avec les documents utiles, hein, donc autour des conditions générales de vente. Et le lien conditions générales de vente, recouvrement de créances, il est fort. Et moi, je le fais systématiquement parce qu'on se rend compte qu'il existe. Alors, ce n'est pas juste parce que j'ai des conditions générales de vente, je n'ai pas de souci à payer, mais on se rend compte que plus c'est sécurisé, moins on aura d'impayés. Quand je dis plus c'est sécurisé,
j'ai mis en place la clause de réserve de propriété tout à l'heure. Encore une fois, ça peut me permettre d'éviter un impayé de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Donc, le lien entre les deux, il est quand même fort. Et juste pour préciser, plus le temps passe, plus l'encaissement sera faible. C'est pareil, en fonction du timing qu'on a, on présente des petits tableaux ou un petit graphique de mémoire que j'ai qui montre notamment qu'après, je crois que c'est après 3 mois déjà, on a dû perdre 20 ou 30% de chances de récupérer sa somme. Pourquoi est-ce qu'on a perdu 20 ou 30% de chances? C'est simple. Quand une personne ne vous paye pas, c'est que souvent, elle a une bonne raison. On se rend compte quand on fait un petit peu de contentieux. C'est rare que les gens ne payent pas juste pour le plaisir. Donc, c'est souvent une bonne raison. Il peut y avoir un contentieux dans le cadre du dossier. Ça, c'est ce qui arrive aussi. Alors, ça, on se rend compte de ça plutôt dans les grosses boutiques où finalement, entre les gens qui gèrent la compta client et puis les gens de l'opérationnel, il y a toujours les bonnes infos passées. Finalement, le règlement n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un litige en cours. Mais en dehors de cet aspect litige, une personne ne paye pas souvent parce qu'elle a un peu de problème de trésorerie. Si elle commence à avoir des problèmes de trésorerie et à ne pas payer en temps et en heure ses factures, on se rapproche tout doucement du moment où potentiellement elle aura de gros problèmes de trésorerie qui pourraient se traduire par l'obligation d'un dépôt de bilan. Et le jour où on a un dépôt de bilan et une procédure collective, si vous n'avez pas mis en place grand-chose pour récupérer vos sommes, c'est simple, vous serez ce qu'on appelle créancier chirographaire. Pour faire simple, vous serez comme les autres. Vous pourrez juste aller dire au mandataire que voilà, cette entreprise vous doit de l'argent et votre espoir de récupérer quelque chose sera à peu près égal à 0. Je crois que c'est 2 à 3% des sommes qui sont récupérées quand on est simple créancier chirographaire dans le cadre d'une procédure collective. Voilà, donc voilà, agir vite, agir parce qu'on se rend compte qu'une partie des personnes finalement n'agissent quasiment pas, ou attendent longtemps, ou se disent je reverrai ça plus tard, notamment sur les activités récurrentes. Moi, je vois ça un petit peu avec dans des entreprises de travaux agricoles là, qui reviennent tous les ans avec les mêmes clients et qui disent il n'a pas payé cette année, mais l'année prochaine, de toute façon, s'il veut que j'intervienne, il me paiera à ce moment-là. Oui, on se retrouve avec 1 an de décalage. Enfin, c'est énorme. On a des machines à payer, on a des salariés à payer. Et c'est énorme. Et je pense que c'est vraiment la mauvaise solution. Agir vite, ça a du sens pour vous-même améliorer votre trésorerie. Agir vite et bien, on pourra en parler une prochaine fois. Il y a des astuces simples. Relancer, comprendre, envoyer un écrit, envoyer un recommandé, faire intervenir un huissier. Là aussi, on parlait un peu de l'offre multiservice tout à l'heure de Cogevis. Nous, comme d'autres, on a aujourd'hui des partenariats avec des huissiers de justice qui ont une compétence beaucoup plus large que ce qu'ils avaient il y a quelques années et qui peuvent aujourd'hui, en étant sur un secteur géographique donné, quasiment agir au nom et pour le compte de toute entreprise sur toute la France. Voilà, pour la petite présentation, on avait dit 30-35 minutes, on est à peu près à 30 minutes. Je te relaisse la main, Laurent. Oui, écoutez, je relaisse la main à Petrana, à qui on a partagé ce document. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe et Laurent, pour cette présentation qui est très intéressante et pour tous ces conseils pratiques qui sont très précieux, je pense, pour les chefs d'entreprise. Donc, on voit effectivement l'intérêt d'avoir et de bien soigner ces conditions générales de vente. Alors, quelques questions, si vous voulez bien, des questions qui remontent assez souvent. La première parmi ces questions, par exemple, c'est les CGV doivent tenir sur combien de pages? Quel est le volume du document? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'on peut les faire sur une page? Comment fait-on? Alors, pas de règle. Alors, il y a juste une règle de mémoire qui existe, c'est le caractère minimum de l'écrit. Je crois qu'il y avait un caractère 8 qui était imposé et tout ce qui pouvait être fait en dessous pouvait être considéré comme nul parce que on ne pouvait pas se retrouver à lire des toutes petites choses. Mais non, le conseil pratique, on l'a vu, Laurent l'a indiqué un petit peu en début de présentation, il faut pouvoir prouver que votre interlocuteur, votre co-contractant, votre client, etc., a pris connaissance des conditions générales de vente. Là, les conditions générales, c'est plus que des prix, c'est vraiment les conditions de transfert de propriété, les délais de règlement, etc. Donc, moi, ce que je recommande, c'est avec vos devis. Alors, encore une fois, est-ce que vos devis tiennent sur une ou plusieurs pages? Mais ce qui est bien, c'est si ça tient sur le haut dos d'une page, ce qui veut dire que dès que vous utilisez un document commercial, un devis ou autre, systématiquement, on va retrouver ces conditions générales au dos. Et j'incite clairement, en même temps que la signature du devis, à les faire signer aussi. Ça peut paraître très barbatif, mais vous faites signer le devis à votre client, vous dites « Ah, tu me signes aussi le dos ».
Il vous le signera. On sait très bien qu'il n'aura pas tout lu, mais clairement, il aura eu au moins la capacité d'en prendre connaissance. Et ça sera suffisant pour que s'il y a un contentieux et que vous revendiquez un des éléments, une des clauses de vos conditions, qu'il ne vous embête pas avec ça. D'accord, très bien, merci. Et donc, votre réponse finalement répond à ma deuxième question qui était quand est-ce qu'on présente les conditions générales de vente à un client, quand est-ce qu'on les donne? Donc, vous avez dit avec le devis, c'est un très bon moment pour justement les faire signer et accepter par le client. Ouais, je pense que c'est le meilleur moment. Après, encore une fois, il peut y avoir plein de choses, hein, si on met en place des contrats, etc. Quand on met en place un contrat avec un client, on y fait parfois référence. C'est-à-dire qu'on peut avoir le contrat qui précise, on est un petit peu dans les conditions particulières, conditions générales. Le contrat va reprendre les conditions particulières de la relation. Et puis, à titre de conditions générales, les parties peuvent faire référence aux conditions générales de vente qui ont à ce moment-là vocation à s'appliquer à tout le monde. D'accord, donc plusieurs solutions s'offrent à vous. Le principe, on retient, il faut pouvoir justifier, prouver que votre interlocuteur en a pris connaissance. Il les a acceptés. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si je refuse de communiquer les CGV? Qu'est-ce qui se passe si Par nature, je suis en faute déjà. Je suis en faute par rapport au droit commercial qui explique que l'obligation, elle ne pèse vraiment que quand on travaille entre professionnels. Un artisan qui nous indiquerait ne travailler que pour des particuliers, dans l'absolu, pourrait ne pas avoir de conditions générales de vente. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux. On se protégera de la même manière, selon moi, entre on travaille avec un pro ou avec un particulier. La seule petite différence, c'est que le particulier bénéficie un peu au-dessus de lui de la protection du droit de la consommation, où il y a quelques présomptions un petit peu, il y a parfois eu quelques nullités de clauses de type qui pouvaient exister et autres. Voilà, il y a une petite protection qui existe auprès du consommateur. Mais pour autant, des clauses bien rédigées, des clauses normales, pas abusives, vous protégeront aussi bien auprès d'un professionnel que d'un particulier en termes de transfert de propriété, de délai, de responsabilité, etc. Il y a plein de choses qu'on peut retrouver dedans, des précisions sur les délais de règlement, des précisions sur vos assurances, sur les garanties demandées, sur ce que vous exigez vous-même de votre client quand vous arrivez, sur voilà, les choses qui peuvent remettre en cause un petit peu votre prestation. Exactement. Encore une fois, on est sur des choses où chaque métier peut avoir ses principes, chaque métier peut avoir ses spécificités et où il est important d'adapter, c'est une petite précision que je donne également. On voit parfois encore certains de nos clients qui ont pu récupérer les conditions générales de vente en disant ça c'est pas mal, ça va faire l'affaire. Ouais, ils ont récupéré les conditions générales de vente, là, je vais pousser exprès le bouchon, mais d'un boulanger alors qu'ils sont plombiers. Non, ça ne va pas couler. Donc voilà, on essaye de récupérer quelque chose qui correspond vraiment à son cœur d'activité parce que les précisions apportées correspondent à ce que l'on fait tous les jours et qu'elles seront d'autant plus utiles. Et on pense à les actualiser en fonction des évolutions de la législation. Tu parlais tout à l'heure des mentions qui peuvent être indiquées. On l'évoquait lors de la précédente intervention. Il peut y avoir le médiateur, il peut y avoir le tribunal compétent. Ça évite de se retrouver, même auprès de particuliers, à être dépendant du tribunal où réside le consommateur ou éventuellement. Et justement, si mes conditions générales de vente changent, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire justement? On les met à jour sur le document et on part du principe que alors parfois elles sont éditées directement au dos, hein. On a des documents types là, où elles sont éditées automatiquement à compter d'un instant T. On a la nouvelle version des conditions générales qui s'applique. Elles sont mises à jour régulièrement normalement quand il y a des nouveautés un petit peu qui apparaissent. On a eu il y a quelques années une réforme du droit des contrats qui avait entraîné quelques mouvements. On a vu des nouveautés en matière de délai de règlement qui ont pu être évoqués, voilà, pour imposer justement un délai de règlement. Alors, c'était souvent les gros donneurs d'ordre qui voulaient imposer des délais un petit peu plus courts. Aujourd'hui, l'idée, c'est que ça s'applique à tout le monde. Hein, voilà, des délais à 45 jours, fin de mois, parfois moins, parfois 10 jours pour certaines activités précises, parfois 30. Enfin, voilà. Il y a un encadrement un peu plus strict qui est offert par le Code du commerce pour que tout le monde puisse s'y retrouver.
D'accord, très bien, merci pour ces réponses. J'ai encore une autre question pour vous. Alors, est-ce que dans les conditions générales de vente, on intègre l'aspect RGPD? Comment? Ouais, on peut le faire. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière quand on a préparé le document. Dans l'absolu, c'est obligatoire, en tout cas aujourd'hui, d'être à jour et de venir préciser la manière dont est traité tout ce qui est lié aux protections des données, aux fichiers personnels, etc., au niveau de chaque entreprise. Voilà, son fichier client, tout simplement, il doit répondre à quelques considérations pratiques et juridiques, etc., voire même techniques, parce qu'on est un petit peu sur le droit de l'informatique et il y a des choses qui sont assez précises là-dessus. On voit bien qu'on a beaucoup de pubs. Je pense un peu comme tout le monde, vous devez recevoir pas mal de pubs. Mettez-vous à jour de vos obligations RGPD, etc. La difficulté, c'est que ce sujet, il n'intéresse pas grand monde. On a l'obligation, voilà, mais on a du mal à se sentir, à cerner Alors, les fondements. Déjà, c'est pas simple. Bon, les fondements, c'est de dire il y avait un peu trop de fichiers qui traînaient. Voilà, on veut protéger la vie personnelle, etc. Voilà, ça tourne autour de tout ça. Mais les conséquences surtout, qu'est-ce que ça va changer que j'ai informé mon client? Qu'est-ce que ça va changer au jour le jour, hein, cette réglementation? Et pour le coup, ça devient vite flou. Moi, en interne, j'ai animé une ou deux fois des petites, allez, un quart d'heure, une demi-heure, vraiment qu'on s'est sorti il y a 2 ou 3 ans de l'information sur la RGPD. En face de moi, les gens me regardaient avec des yeux en me disant mais de quoi tu nous parles et en quoi ça va nous servir? À l'époque, on pensait pouvoir transmettre un petit peu cette info auprès de tous nos clients et ça a été compliqué, très très compliqué de recueillir de l'adhésion. Donc voilà, à votre niveau, essayez de voir un petit peu en quoi vous pouvez être concerné, quel type de fichier vous avez. Normalement, les outils auxquels vous pouvez adhérer pour vous aider sur votre facturation, vos éditions de devis et autres sont à jour de ces obligations. Si vous êtes sur un travail, j'allais dire un peu à l'ancienne, Word, Excel ou autre, c'est là que vous devez être un petit peu rigoureux dans ce que vous avez, faire en sorte que voilà, que les choses soient faites avec le plus de sécurité possible. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vois que nous avons une autre question. Donc, est-ce qu'il existe donc un moyen, un site avec des mises à jour, enfin, je suppose des mises à jour des principales dispositions des conditions générales de vente, ou plutôt la question, on pourrait la formuler aussi, comment se tenir informé en fait de l'évolution de la réglementation en vigueur, etc., pour justement Alors, mettre à jour nos conditions générales de vente. non, je ne pense pas que vous aurez des sites comme ça qui pourraient le proposer. Sur certaines activités, par contre, même chose, on en reparlait la semaine dernière, moi, j'incite assez facilement à vous renseigner auprès de vos parfois grands syndicats dans le BTP. Je demandais si Synertiel, par exemple, ce n'était pas un service que Synertiel pourrait offrir. Le sujet a été évoqué la semaine dernière, parce que je pense que aujourd'hui, un client professionnel qui va avoir un avocat pour rédiger ses conditions générales de vente, ça va coûter cher. Ça va coûter cher parce que l'avocat a besoin de temps, il veut tout comprendre et autres. Quand il va voir son expert comptable, ça coûtera un peu moins cher que l'avocat, mais ça coûtera un petit peu aussi. Le gain, il est vraiment sur la mutualisation. Le gain, il est vraiment sur le fait de pouvoir offrir à un grand nombre de clients, d'adhérents qui ont le même métier, des conditions générales qui pourraient globalement s'appliquer à 90% pour l'ensemble et sur quelques points particuliers où chacun pourrait réintervenir dessus en disant bah, moi, voilà comment je vois les choses en matière de délai de règlement, de responsabilité, j'ai 2-3 petites choses que je vais préciser, de tribunal compétent. Voilà. Mais d'avoir un socle un peu commun serait intéressant. Et pour le coup, par métier, voilà, dans le bâtiment, on pourrait avoir, je pense qu'on l'a auprès de certaines de la Fédération française du bâtiment ou auprès de la ProBTP ou autre. Vous pouvez avoir peut-être certaines choses comme ça qui peuvent vous proposer des conditions un peu types. On l'a également auprès de certains ordres. Alors, ça concerne peut-être moins les adhérents synertiels, mais auprès de certains ordres professionnels de type peut-être architecte, peut-être certains ordres en lien avec le médical. On peut avoir des choses comme ça qui sont proposées un peu de manière type et que les gens reprennent et intègrent à leurs documents à eux. D'accord, très bien. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, effectivement, donc sécurisez vos relations contractuelles et commerciales avec des conditions générales de vente. Faites bien attention
à adapter les conditions générales à votre activité, l'activité de votre entreprise. Donc, si nous n'avons plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Philippe et Laurent, pour votre intervention très riche, très intéressante, pour vos réponses à toutes ces questions. Merci également à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire et on se donne rendez-vous au mois de septembre prochain pour un nouveau webinaire Ciel. Merci à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt. Bonne soirée à tous et merci pour votre invitation.